Après 2 jours de lutte contre le feu, les pompiers espagnols retrouvent espoir. Ils commencent à contrôler le gigantesque incendie qui fait rage dans le nord-est du pays, dans la zone de la Jonquera. Le bilan humain est toujours de 4 morts, alors que 900 pompiers espagnols et français ont lutté aujourd'hui contre les feux qui ravagent le nord de la Catalogne. Environ 15 000 hectares ont été la proie des flammes. Nous avons malheureusement comptabilisé 4 morts, 2 à Portbou, 2 Français. Et il y a 2 autres victimes françaises dans la partie la plus importante du feu. Le feu ne progresse plus, le vent tombé menace cependant toujours de reprendre. Il pourrait alors pousser les flammes vers le nord en direction de la frontière française. Certains éleveurs de la région ont payé un lourd tribut à cause de l'incendie. Nous avons été surpris par le feu. Nous avons été obligés de fuir et nous nous sommes réfugiés sous un réservoir. C'est évidemment très mauvais, mais nous allons regarder devant nous et continuer à manger tous les jours. Les secours ont conseillé aux habitants et aux touristes de la zone sinistrée de se soustraire aux effets néfastes de la fumée. Par mesure de précaution, ils ont dû se rendre à un gymnase à Figueras. Ça n'a pas été facile de dormir avec 100 autres personnes et le matelas était très dur, mais j'ai bien dormi. Et la qualité de l'air était mauvaise car ils n'ont pas ouvert les fenêtres, mais il faut dire que dehors l'air était très enfumé. D'autres sirènes financières cette fois-ci retiennent l'attention et inquiètent les marchés en Europe. Depuis lundi, la bourse de Madrid a chuté de 5% et les taux d'emprunt se sont envolés à plus de 7%. Le parti centriste espagnol Union Progrès et Démocratie a porté plainte contre Bankia pour fraude, détournement de fonds et falsification de comptes. Il est très important de savoir ce qui s'est passé au sujet de Bankia. Tout doit être passé au crible. On a besoin d'explications. Je crois que c'est une bonne chose que l'on ait des explications sur ce qu'ils ont fait de l'argent. S'ils l'ont pris, tout ça c'est de la politique. Une enveloppe de 100 milliards d'euros est prévue. Un premier versement de 30 milliards sera effectué à la fin du mois. La Cour internationale de justice statue sur le cas Hissène Habré. Dans un arrêt rendu public ce vendredi, la Cour a estimé que le Sénégal a manqué à ses obligations en omettant de faire immédiatement une enquête préliminaire sur les faits relatifs à des crimes qui auraient été commis par M. Habré et demande ainsi que l'ex-président tchadien soit remis à un tribunal compétent. La République du Sénégal doit sans autre délai soumettre le cas de M. Hissène Habré à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale. L'ancien président tchadien accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité pendant sa présidence de 1982 à 1990, reste détenu au Sénégal où il s'était exilé depuis sa chute du pouvoir. Lors de sa dernière visite en France, le président sénégalais Macky Sall s'était engagé à ce que l'ex-homme fort du Tchad soit jugé au Sénégal. Les 193 États membres de l'ONU négocient depuis hier la rédaction d'un traité international sur la vente d'armes. Ils ont jusqu'à vendredi, date butoir, pour trouver un accord sur ce marché qui représente 70 milliards de dollars. Potentiellement, ce traité a une capacité énorme à faire la différence. Jusqu'à 2000 personnes meurent par jour de la violence armée à travers le monde, et ce n'est que la pointe de l'iceberg. C'est un moment historique et les gouvernements ont vraiment besoin de le saisir et profiter de l'occasion pour transformer la façon dont le monde traite de la violence armée. L'objectif essentiel de ce traité est de sauver des millions de vies à travers le monde. Une majorité de pays occidentaux, latino-américains et africains réclament une interdiction des transferts d'armes dès lors qu'ils impliquent une violation des droits de l'homme. C'est toujours dans la balance. La décision appartient à la Maison-Blanche avec le président Obama. Est-ce qu'il sera d'accord sur une règle d'or dans le traité qui imposera au gouvernement de cesser le transfert d'armes s'ils savent qu'il y a un risque important que les armes soient utilisées pour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, actes de génocide ou des violations graves de droits de l'homme? Néanmoins, des désaccords profonds persistent. Les négociations piétinent, d'abord retardées pour des querelles de procédure sur la participation palestinienne. Quelques pays acheteurs tentent ensuite d'affaiblir ce traité. La Chine a par exemple essayé d'empêcher qu'on y intègre les armes légères et de petit calibre. Mais c'est sans compter sur les fortes pressions des pays africains qui veulent lutter contre rébellions et guerres civiles. Nous voulons aussi voir un traité qui interdit les transferts d'armes et de munitions à ces pays, ou dans des zones où ils seront utilisés pour perpétrer la violence contre les femmes, ainsi que des violations graves du droit international, des droits de l'homme
et du droit humanitaire. Malgré les divergences entre pays fabricants d'armes et acheteurs, un accord devra être signé et ratifié ce vendredi pour protéger les populations civiles victimes de la prolifération d'armes. Des cendres encore fumantes, des bâches déchirées, voici ce qui reste du camp des déplacés de Naïbli après l'attaque de vendredi dernier. Quelques 5000 déplacés vivaient sur ces camps, notamment des guerriers. En représailles à un braquage dans le quartier de Kokoma, des jeunes, notamment des Djoula, avaient mené l'attaque, faisant au moins 11 morts et une quarantaine de blessés. Le camp a été presque entièrement incendié. Aujourd'hui, environ 700 personnes ont trouvé refuge dans la mairie de Douokoui, la ville voisine, et plusieurs milliers ont fui dans la brousse. Actuellement, on n'a rien pour manger. Ils ont brûlé tous nos biens. Voilà les enfants, on n'a pas place pour dormir. Mais on dit on n'a qu'à quitter ici forcé, on ne sait plus où aller. Vendredi, à 8h, ils sont rentrés sur le site avec des machettes, des fusils. Ils disent qu'ils sont venus tuer tous les guerriers, parce que les guerriers sont les braqueurs. Les casques bleus de l'ONUCI qui géraient ces camps sont accusés par certains habitants et ONG de ne pas avoir défendu les réfugiés. Son représentant s'en défend. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait plus d'1 millier de personnes face à une dizaine de soldats. Et avec cela, l'irréparable est arrivé. À Douokoui, les violences interethniques font le quotidien des habitants depuis des années. Pendant la crise de 2011, plusieurs massacres ont eu lieu dans la même localité. L'ONU et l'armée tentent de sécuriser la ville, une opération difficile avec la forte présence d'anciens rebelles Djoula au sein de l'armée ivoirienne, ce qui attise les tensions entre les guerriers et l'armée qui tente de récupérer les armes en circulation. Il n'est pas question que nous rencontrons quelqu'un avec une arme. Ça, il va sans dire que cela va de soi. Donc nous ne pouvons pas autoriser que des gens se fassent justice soi-même. Pour les politiques, tout comme les humanitaires, la tâche est immense. Aider les déplacés et réconcilier les communautés. La circulation s'est remarquablement détériorée à la frontière liant Goma en République démocratique du Congo et la ville de Gisenyi au Rwanda. Cela est dû au fait que les étudiants, commerçants et motards rwandais qui fréquentaient la ville de Goma aient été menacés par les habitants de cette ville. Du côté du Rwanda, ils sont peu à traverser la frontière. Ils ont peur de subir le même sort que les autres et sont prêts à faire demi-tour au cas où la situation se renverse. Maintenant, nous respirons, mais nous n'avons pas l'espoir de notre sécurité là-bas. Nous y allons, mais avec peur, car de l'autre côté, la haine continue. Mais les Congolais, eux, se rendent au Rwanda pour leurs activités journalières et rentrent chez eux comme d'habitude sans aucun problème. La vice-maire du district de Rubavu, chargée du développement, a signalé que ce problème sera bientôt résolu suite au dialogue qui se tient entre Gisenyi et Goma. Les autorités de Goma nous ont informé qu'ils vont tout faire pour que le calme revienne. Entre-temps, il faut que les Rwandais qui se rendent en RDC passent aux barrières connues et se munissent de leurs feuilles de route. Tout cela fait suite à la tension montée entre ces deux pays après les rapports dernièrement publiés par l'ONU évoquant le soutien de l'armée rwandaise en faveur du groupe rebelle congolais M23 dans le conflit à l'est de la RDC. L'accusation que le Rwanda a démentie. Dans les rues de Kinshasa, ils font la curiosité des passants. Les riders chaussent leurs rollers pour traverser tous les espaces bétonnés de la capitale congolaise. La discipline est naissante et la fédération se cherche encore. Les talents, ils n'en manquent pas en RDC, mais seulement nous avons un sérieux problème de matériel. Tous nos rollers sont vétustes et nous manquons de tout. Nous avons aussi grandement besoin des rampes pour sauter car nous adorons ça. Une aide dans ce sens nous ferait du bien. 6 mois après sa reconnaissance, la fédération de rollers de la RDC compte déjà 1 millier de riders repartis dans 3 provinces sur les 11 du pays. Peu de femmes pratiquent ce sport, mais il y a certaines exceptions, comme Linda Kakou qui y a trouvé quelques avantages. La pratique régulière du roller aide à garder la ligne. Moi, j'étais plutôt grosse et le roller m'a aidé à retrouver une taille fine.
La vague roller a vite pris place en RDC et les jeunes Quinois nourrissent déjà plein d'ambition. Cédric, lui, rêve de prendre part à des compétitions internationales. Auparavant, le roller me plaisait parce que je voyais des jeunes s'accrocher au camion pour s'amuser. Après, en consultant Internet, je me suis rendu compte que c'est une discipline respectable. J'ai vraiment envie d'affronter les grands riders du monde et peut-être, pourquoi pas, les battre un jour. Le chemin à parcourir pour le roller congolais est encore long. Les riders de la capitale congolaise travaillent dur, semaine après semaine, pour imposer leur sport et le faire accepter dans tout le pays, à l'instar des pays occidentaux.